Excusez-moi, vous êtes... Oui, je suis le... Je suis l'homme du futur. Oui, ça marche. On va parler avec vous tout de suite, Loïc Rivalin. Si vous êtes toujours senti une âme de justicier, vous allez être ravi. On vous convie pour cette dernière session à participer en tant que juré à un tribunal bien particulier. L'accusé, c'est l'expérimentation animale. On va se projeter quelques années en avant. C'est Loïc Rivalin qu'on peut applaudir. Il y a des gens encore qui vous accueille en 2025. En 2025. Nous sommes en 2025, en effet. Et l'actualité en 2025, vous l'avez peut-être tous vu, c'est pas la mobilité, c'est pas l'IA. On est retourné dans le domaine animal. C'est un mot, ce mot, Monkey Gate, qui va s'afficher. Le Monkey Gate, qui est l'affaire des singes. Des tests pratiqués sur des singes dans un laboratoire de recherche juste à côté, à Toulouse, à quelques rues d'ici. Des images parfois dures, que vous ne verrez pas, mais des images postées par un doctorant, Yannick, qui est le lanceur d'alerte de cette affaire. Je poste ces images car je ne peux plus supporter ces souffrances. Je ne juge personne, ni le professeur, ni mes collègues, mais je ne peux plus garder ces secrets. Je ne peux plus supporter ces souffrances, je ne juge personne, ni le professeur, ni mes collègues, mais je ne peux plus garder cela secret. Que nous raconte Yannick? Qu'il travaille avec le professeur. Le professeur en question, c'est le professeur Loiseau, professeur Étienne Loiseau, qui... le fameux, il était jeune doctorant encore en 2018, mais là il a pris du galon en 2025, et qui mène depuis 3 ans des recherches de pointe dans le domaine des maladies pulmonaires. Écoutez, j'ai ma conscience tranquille. Le travail de mes équipes pourrait sauver des centaines de vies chaque année, rien qu'en France. Pourrait sauver des centaines de vies chaque année, rien qu'en France. Alors, à la place de centaines de vies, pour l'instant, il y a eu des centaines de militants devant chez lui, et pas des gilets jaunes, qui très, très sérieusement ont commencé à manifester, et manifester aussi à Paris devant le secrétariat d'État à l'éthique et aux droits des animaux. Car oui, Boris, en 2025, il y aura évidemment un ministre, ou en tout cas une secrétaire d'État aux droits des animaux, qui évidemment réagit sur ce dossier. Le professeur Loiseau devra répondre de ses actes. Il n'y a eu aucun encadrement. Les instituts de recherche doivent nettoyer devant leurs portes et devant leurs paillasses. Nettoyer devant leurs portes et devant leurs paillasses. Évidemment, le laboratoire a réagi. Le comité d'éthique a validé le recours à l'expérimentation animale. Une enquête a toutefois été ouverte pour vérifier que le protocole a été respecté. Nous rappelons que notre laboratoire préconise, chaque fois que cela est nécessaire, des tests sur des organoïdes ou des solutions alternatives. On va apprendre ensemble ce que c'est qu'un organoïde. Enfin, dernier tweet qui a beaucoup ému l'opinion publique. Je suis atteinte d'une fibrose pulmonaire idiopathique et je n'ai plus qu'1 an à vivre. Alors, les rageux de la cause animale, qui est prêt à venir chez moi pour dire que ma vie vaut moins que celle d'un ou deux macaques? Moins ou plus que 1 ou 2 macaques. C'est un peu la question qu'on va poser aujourd'hui. La vie d'un singe vaut-elle la vie d'un homme, même pour des nobles idéaux? Est-ce que nous allons partir dans un voyage qui va nous faire voyager dans le futur, pas très loin, 2025, parler de médecine, de philosophie, de recherche? J'accueille nos grands témoins, Hélène Combrisson, Nathalie Vergnol, Thomas Lepelletier, ainsi que le procureur de débat, maître Gérard Haas. Vous pouvez les applaudir, ils arrivent. Non, c'est bien. Bonjour, maître Haas. Bonjour. Bonjour, cher procureur. Alors finalement, une question pour ce débat aujourd'hui. On est en train de juger quoi? On est en train de juger le professeur Loiseau, on est en train de juger le comité d'éthique, on est en train de juger les lanceurs d'alerte qui paniquent, on est en train de juger peut-être tout simplement la recherche? Loïc, la question du professeur Loiseau est une question qui ne peut être pas être posée aujourd'hui dans la mesure où le docteur Loiseau n'a fait qu'appliquer la loi. Il a pris une décision, il était dans une expérimentation qui était autorisée. Non, le vrai débat qu'il y a aujourd'hui, c'est doit-on continuer l'expérimentation animale et finalement quel est le rôle du comité éthique par rapport à ces autorisations qu'il donne? Est-ce qu'en 2023,
2025. En 2025, on peut aujourd'hui accepter que l'on fasse souffrir des animaux. Et donc c'est ça le vrai débat, et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Et à ce titre, je voudrais demander à Madame Combrisson, j'ai une question à poser qui est très importante. Vous pourrez la présenter, vous l'avez Oui, Madame la Présidente, vous êtes présidente de la Commission nationale de l'expérimentation animale. Voilà. Madame Combrisson, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est constitué le comité d'éthique ? Et finalement, derrière le professeur Loiseau, est-ce qu'il a fait un peu ce qu'il voulait ou est-ce qu'il est vraiment passé devant un comité? Enfin, quelles étaient toutes les arcanes et tout le protocole derrière? Est-ce qu'il a fait ce qu'il voulait, ce professeur Loiseau? Alors, il n'y a pas aucun encadrement. Hein. Il y a un encadrement qui est extrêmement strict pour des projets scientifiques et particulièrement, comme dans le cas du professeur Loiseau, lorsqu'il y a utilisation de primates. Les primates sont des espèces qui sont particulièrement protégées dans les projets de recherche. Toujours est-il que, déjà, il est question de méthodes alternatives dans le tweet. Il est évident que si les recherches de ce professeur Loiseau peuvent se faire sur méthode alternative, il n'a pas le droit d'utiliser des animaux. Donc, c'est déjà une chose qui est claire. Ensuite, ce professeur Loiseau, pour pouvoir faire les expériences qu'il fait, doit justifier, premièrement, que son objectif scientifique est valide, il y a une évaluation scientifique de son projet. Il doit ensuite justifier qu'il ne peut donc pas le faire avec des méthodes alternatives, puisque sinon il n'aura pas le droit d'utiliser des animaux. Et ensuite, il doit justifier le choix d'espèces. C'est-à-dire que là, il utilise des primates. S'il ne fait pas la preuve qu'il ne peut pas utiliser des animaux plus communs, disons-nous, ou peut-être y a-t-il un poil de spécisme, des animaux qui souffrent moins ou qui nous impressionnent moins, comme des rongeurs, eh bien, s'il ne peut pas justifier qu'il ne peut utiliser que des primates, il n'a pas le droit d'utiliser des primates. Donc, ce projet du professeur Loiseau va passer devant un comité d'éthique qui est constitué au minimum, et on multiplie le nombre de personnes dans le comité d'éthique en fonction du nombre de projets que reçoit un comité d'éthique, donc ça peut être variable d'un site à l'autre, d'un chercheur, un technicien qui expérimente sur les animaux, donc qui applique les procédures sur les animaux, une personne qui s'occupe des soins aux animaux, manger, boire, nettoyer les cages ou les enclos, etc. Un vétérinaire, je vous rappelle que le vétérinaire c'est le médecin des animaux, donc qui joue un rôle important, et une personne qu'on peut dire naïve ou une personne de la société civile qui peut appartenir à l'établissement ou non, mais si elle appartient à l'établissement, tout état de cause, ça doit être quelqu'un qui... Est-ce qu'il y a des moralistes dans ce groupe? Des philosophes? C'est pas interdit du tout. Cette personne naïve peut être un philosophe. Vous voyez bien que c'est pas un naïf. C'est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans la recherche avec des animaux. Donc il doit être tout à fait extérieur à cette problématique. Mais ça peut être un philosophe, un sociologue, une personne d'une association de protection animale, ou bien ça peut être un administratif de l'établissement. Enfin, rien n'est fixé sur cette personne. C'est quelqu'un qui est naïf par rapport à ses projets scientifiques. Je voudrais savoir si les membres de cette commission éthique mangent de la viande. Eh bien, on ne le sait pas, parce qu'on ne leur demande pas. Mais Thomas Lepelletier peut peut-être réagir à ça, parce que vous êtes essayiste, vous pourriez être dans un comité d'éthique, et je crois que c'est une des premières questions que vous auriez à poser, finalement, autour de nous, parmi ces chercheurs, qui mangent de la viande. C'est presque un peu ça la question pour vous? Oui, ça me paraît une question fondamentale. En général, les gens ont tendance à séparer l'expérimentation animale de l'alimentation. Mais l'alimentation dit beaucoup sur la façon dont on voit et on perçoit les animaux. En général, les expérimentateurs vont dire qu'ils vont accepter de faire souffrir et de tuer des animaux uniquement pour sauver des vies humaines. Ils disaient, si ce n'était pas pour sauver des vies humaines, jamais ils n'accepteraient de faire souffrir ou de tuer des animaux. Or, si des expérimentateurs vont quotidiennement manger de la viande, c'est-à-dire qu'ils vont accepter que l'on fasse souffrir et qu'on tue des animaux pour leur propre plaisir.
Donc il y a un problème, ce que j'appellerais de dissonance cognitive. Non pas que les chercheurs ne soient pas sincères quand elles disent qu'elles font des expériences sur les animaux uniquement pour sauver des vies humaines, mais leur quotidien démontre qu'en réalité, au fond d'eux-mêmes, elles n'ont pas un si grand souci du bien-être des animaux, puisque pour des plaisirs futiles, des plaisirs de table, ils acceptent qu'on les mange. Donc il y a un problème, effectivement, des comités d'éthique, le fait que les comités d'éthique ne se prennent pas position sur le bien-être animal en général dans la société. Madame Hélène Combresson, est-ce que vous pensez que cette position est crédible ? Pour moi, l'expérimentation animale, qui fait partie des projets scientifiques dans la recherche biologique et médicale, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on mange à table. Sauf que, bien sûr, il peut y avoir quelques rapports dans des maladies métaboliques ou autres, dans les régimes qu'on peut donner aux gens pour leur santé. Mais enfin, on est très, très éloigné. Et puis, il faut bien voir que entre le nombre d'animaux qui vont être utilisés pour la recherche et le nombre des animaux qui vont être utilisés pour manger, il y a un rapport qui est très important. C'est-à-dire que ce qu'on utilise en recherche, c'est extrêmement peu par rapport à ce qui va être utilisé pour nourrir les populations en France ou ailleurs. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de rapport entre ces choses-là. Merci. Je voudrais poser une question maintenant à notre ami essayiste et antispéciste. Dans son livre, Peter Singer, qui est l'inspirateur des antispécistes, considère que dans une chaloupe qui serait surchargée, où se trouverait un chien fidèle et un handicapé profond, c'est l'handicapé profond qu'il faudrait peut-être jeter par-dessus bord. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes sur cette voie ? Alors, il faudrait préciser que quand on parle d'handicapé profond, Peter Singer prend des exemples vraiment d'handicapés profonds, c'est-à-dire de personnes qui n'ont quasiment plus de conscience. Il faut bien comprendre que l'antispécisme consiste à dire que l'espèce n'est pas un critère moral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer les animaux sur le plan moral en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent, de la même façon que dans nos sociétés, entre êtres humains, on ne considère pas, on ne prend pas des critères comme la couleur de la peau ou le nombre de cheveux ou la longueur des pieds pour savoir comment il faut traiter les êtres humains. Tant mieux pour vous, hein, maîtresse. Et les antispécistes disent que finalement le critère de l'espèce est un critère arbitraire. Pour trouver un critère qui soit un critère non arbitraire, c'est-à-dire qui repose sur une rationalité, les antispécistes disent qu'il faut prendre en compte la souffrance et l'intérêt à vivre. Et donc, à partir du moment où un être a une capacité à souffrir et un intérêt à vivre, il faut prendre en considération cet intérêt. Et donc, la question va à chaque fois se poser, c'est pour ça la façon dont on doit traiter les animaux, ce n'est pas en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent, mais en fonction des intérêts qu'ils présentent. Alors tous les animaux n'ont pas exactement les mêmes intérêts, donc ça veut dire que les antispécistes ne vont pas traiter tous les animaux de la même façon, mais ils vont prendre en compte leurs intérêts. Et ça va être le critère fondamental. Et pour revenir à l'exemple de Peter Singer, où il prend finalement des exemples d'êtres humains qui sont par exemple dans un coma profond, où il n'y a pas vraiment de possibilité que la personne revienne à une existence naturelle, ils disent finalement cette personne-là n'a plus vraiment d'intérêt à vivre, alors qu'un chien en bonne santé peut avoir un intérêt à vivre. Merci. Alors je vais poser une question maintenant à Nathalie Vergnol. Justement, le choix qui semblerait se dessiner par rapport à ce que nous dit Monsieur Lepelletier, c'est de savoir que face à l'expérimentation animale, il serait pour les tests cliniques sur des humains. Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens aujourd'hui pour des chercheurs de privilégier le test humain et de prendre les humains pour des cobayes avant les animaux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le déroulement de ces fameux tests cliniques? Alors, ce qu'il faut savoir en vérité, c'est que les tests chez l'homme, ça existe, hein, ça se fait et ça se fait déjà depuis longtemps. Aujourd'hui, pour développer des médicaments, d'abord pour trouver de nouveaux médicaments, on a toute une batterie de modèles dont on dit in vitro, ce sont des modèles cellulaires, des modèles qu'on a rendus au fil des années, puisqu'on est en 2025, de plus en plus complexes, des modèles connectés, mais toujours in vitro, hein,
qui ne nécessitent pas l'utilisation de modèles animaux. Mais on arrive en recherche de toute façon à un point où il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre dans ces modèles-là et où on est obligé, notamment pour le développement de médicaments, d'aller tester ces médicaments dans certains modèles animaux. Donc ça, ce sont les phases précliniques. Ces modèles animaux donnent des réponses, notamment en termes de toxicologie, qui sont fondamentales avant justement de passer chez l'homme. Et ensuite, chez l'homme, on a différentes phases. Une phase 1 dont on dit qu'elle est une espèce de phase de toxicologie. On va regarder comment chez l'homme on supporte ce médicament. Et ensuite, des tests d'efficacité dans les phases 2, 3, 4, etc. Donc voilà le processus de développement du médicament. Si je comprends bien, Madame Hélène Combressan, pour améliorer les médicaments, on est obligé de passer par l'expérimentation animale. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la technique des 3 R qui est utilisée lorsque l'on met en place en fait ce genre d'expérimentation animale? Alors, qu'on soit obligé d'utiliser des animaux, je crois que ça vient de vous être bien rappelé, c'est-à-dire que même avec des modèles complexes qu'on développe de plus en plus, on arrive quand même à un moment où on ne peut pas éviter les animaux. Néanmoins, premièrement, le fait d'utiliser ces modèles complexes va nous permettre de diminuer le nombre d'animaux qu'on va utiliser, et puis des tas d'autres progrès, comme des progrès statistiques ou des progrès dans la conception des projets. Tout ça va faire qu'on va réduire le nombre d'animaux, première R. On va également, tout au cours de nos projets, raffiner, deuxième R, c'est-à-dire faire en sorte que les manières de procéder, les méthodes qu'on va utiliser, soient des méthodes avec le moins possible de souffrance pour les animaux. Alors ça va passer déjà par améliorer leur habitat, augmenter les tailles des cages ou des enclos dans lesquels ils sont, améliorer tout ce qui est enrichissement, c'est-à-dire fournir aux rongeurs de quoi ronger, c'est-à-dire lorsqu'il y a des chiens, les mettre en groupe, parce que le premier critère d'enrichissement pour un chien, c'est d'être avec d'autres chiens. Et je donne un exemple que je trouve très parlant par rapport à beaucoup de chiens de compagnie, c'est qu'en expérimentation, vous n'avez pas le droit de laisser un chien seul plus de 4 heures. Je connais beaucoup de chiens de compagnie qui restent plus de 4 heures tout seuls dans des petits appartements. Donc, deuxième R, on va raffiner. Alors, ça va être donc l'environnement, ça va être aussi les techniques, par exemple de l'imagerie plutôt que des méthodes invasives, ça va être l'utilisation de tous les médicaments qui peuvent réduire la douleur, etc. Donc on va raffiner le deuxième R. Et bien sûr, le troisième R, celui qu'on utilise lorsqu'on peut remplacer une utilisation de l'animal par des modèles alternatifs, c'est le remplacement. Donc 3 R. Réduire, raffiner, remplacer. Oui, en fait, ce sont des demi-mesures. Monsieur Le Pelletier, derrière ça, il y a quand même une souffrance. Derrière ça, il y a quand même une mise à mort. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce qu'on doit accepter de raffiner, de réduire, de remplacer? Est-ce que c'est quelque chose qui, en 2025, est acceptable encore aujourd'hui? Je dirais il y a 2 problèmes. Il y a d'abord un problème pratique. Je ne rentrerai pas dans la question philosophique tout de suite. Vous savez, ces dernières années, en France, il y a eu beaucoup de débats à propos des abattoirs. Et les gens, les professionnels... On ne fait pas le procès de l'abattoir ici. Tout à fait, mais ça va me permettre de faire un parallèle. Et les professionnels disaient que les animaux dans les abattoirs sont bien traités, sont étourdis sans douleur. Et vous avez certainement vu un certain nombre de vidéos qui circulaient et qui montraient que la réalité n'était pas du tout celle que les professionnels présentaient. Donc, quelque part, s'il y a des directives qui vont effectivement dans le bon sens par rapport aux animaux de laboratoire, il faut quand même reconnaître que les citoyens ne sont pas au courant de ce qui se passe exactement dans les laboratoires. Il n'y a pas de vidéo qui filme ce qui se passe dans les laboratoires. Et on peut très bien imaginer aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas faites suivant le règlement.
Et comme c'est une question de société, ça pose un gros problème démocratique. Comme c'est une question de société, ce n'est pas aux professionnels de décider s'il faut continuer à faire de l'expérimentation animale, c'est à la société, quelque part, de prendre position sur ce débat. Or, pour qu'elle puisse prendre position de façon éclairée, il faudrait qu'elle ait accès à ce qui se passe dans les laboratoires, et que de la même façon qu'on demande des caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs, on pourrait se demander s'il n'en faudrait pas non plus dans les laboratoires pour voir si les réglementations est bien suivies. Après, il y a la deuxième... Hélène Moisson, sur cette question de... Oui, je voulais répondre sur la question de la mise à mort des animaux. D'abord, il faut savoir que tous les animaux ne sont pas mis à mort, et qu'on peut même, avec la réglementation actuelle, alors la réglementation française, hein, c'est la transcription d'une directive européenne. Avec cette réglementation, on peut sortir des animaux de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'animaux qui, en fin d'expérience, sont tout à fait sains, n'ont pas de séquelles de ce qu'ils ont eu à vivre, peuvent être donnés à des particuliers. Il y a des associations qui s'occupent de ça. Pour en revenir à la mise à mort, cette mise à mort doit être faite avec des techniques qui sont dans la directive européenne. Et bien sûr, il y a une vérification, d'une part au niveau des comités d'éthique, des techniques qui vont être utilisées pour cette mise à mort, de savoir aussi s'il y a les personnes qui sont formées pour savoir le faire correctement. Il y a dans les établissements des visites, des inspections qui sont faites et qui vont avoir pour but de voir si les choses se font selon les méthodes qui ont été préconisées. Et la proposition de Thomas de Peltier de filmer, de photographier, parce que là tout part d'un tweet et de quelques images. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Filmer? Alors, filmer, moi je veux bien, mais qui va regarder les films, quoi, parce que le nombre d'établissements en France, c'est quand même énorme. S'il faut mettre des caméras partout, il va falloir quand même quelqu'un qui regarde tous ces films. Moi je veux bien, mais voilà. Donc là, il y a l'obligation, il y a les inspections vétérinaires, mais il y a aussi dans chaque établissement une structure chargée du bien-être animal qui est constituée à partir d'un responsable bien-être animal de l'établissement qui a été nommé par le chef d'établissement, accompagné d'un chercheur et d'un vétérinaire. Donc ces trois personnes, et là aussi c'est un minimum, c'est-à-dire que si c'est une grosse structure, on va multiplier le nombre de personnes en multipliant les différentes missions. Donc ces personnes-là sont chargées de vérifier que ce qui est fait réellement correspond bien à ce qui était dans le projet qui a été soumis au comité d'éthique et qui a été ensuite autorisé par le ministère de la Recherche. Donc il y a quand même des points vraiment de contrôle et de suivi. La loi permet de faire de l'expérimentation animale dès lors qu'il y a un caractère nécessaire. Madame Vergnol, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce caractère nécessaire qui est prévu par la loi? Et deuxièmement, que pensez-vous aussi de cette idée qu'il y a des sacrifices qu'il faut parfois faire pour pouvoir faire avancer le progrès, soigner l'humain et avancer dans l'amélioration de notre sort? Et peut-être donner des chiffres, des ordres de grandeur. Quand on parle d'expérimentation, on parle de combien d'animaux, on parle de combien de pourcentage à peu près? J'ai des chiffres, sinon c'est pas grave, je vous les donnerai. Juste d'abord, je souhaiterais abonder ce que dit Hélène et dire que d'abord les personnes qui sont dans les laboratoires, ce sont aussi des citoyens qui sont aussi concernés par le bien-être animal et que lors des expérimentations, il y a une surveillance au quotidien en fait de tout ce qui se passe et pas seulement par les expérimentateurs. C'est ça qui est extrêmement important, c'est ce qui vient d'être dit. Il y a une surveillance par les personnels animaliers, par les vétérinaires. Donc sortir des rails, c'est juste aujourd'hui impossible. En expérimentation animale. On est en permanence, et on est tous ravis de ça, autour de vérifier que tout se fait comme on a dit que ça devait se faire et selon l'acceptation du protocole éthique. Donc ça c'est un premier point. J'en viens à votre question sur la nécessité. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que on est en 2025, on a développé de nombreux modèles. Aujourd'hui, on est capable de recréer des mini-organes.
dans nos laboratoires et de tester des choses sur ces organes. Mais même si aujourd'hui on complexifie ces organes, on peut imaginer qu'ils soient vascularisés, qu'ils soient innervés, cette complexité n'arrive jamais au niveau de la complexité d'un être vivant dans son ensemble. Je vous donne un exemple. Vous prenez un médicament pour traiter disons une pathologie intestinale, mais ce médicament, il va avoir des conséquences sur les reins, il va avoir des conséquences sur le foie, il va avoir des conséquences sur la vessie, et toutes ces choses-là, on est obligé de les évaluer dans leur globalité. Il n'y a vraiment aucune façon. On peut, organe par organe, aller tester par exemple une molécule, on va avoir certaines réponses. Mais la réalité de la biologie et de la vie, c'est que chez les êtres multi-organes, ces organes parlent entre eux, communiquent entre eux et changent les choses qui peuvent être vues individuellement. Elles vont être différentes quand on a tous ces organes. Voilà pourquoi, sur certaines questions scientifiques, on n'a pas vraiment d'autre choix que d'aller poser ces questions sur des systèmes complexes comme ceux des animaux. Alors Thomas Pelletier, est-ce qu'en 2025, l'homme protège les animaux et est-ce que l'expérimentation animale telle qu'elle est présentée aujourd'hui est un mal nécessaire ou est-ce que vous avez d'autres solutions à nous proposer ? Alors, je réponds juste avant 2 secondes sur le contrôle qui est fait dans les laboratoires. Il y a 2 ans, un film est sorti sur une vidéo cachée, un peu comme ça se passe dans les abattoirs, mais qui est sorti à propos des laboratoires. Et on a constaté que dans cette vidéo, ça ne correspondait pas du tout à ce que les chercheurs mettent en avant. Donc il y a quand même toujours un problème entre le discours des chercheurs et les vidéos cachées. Il y a toujours un décalage. Et donc il y a quelque part un problème de transparence d'une manière générale. Après, il y a le grand discours de la nécessité. Je pense que c'est un élément rhétorique que mettent en avant les chercheurs qui n'est qu'un élément rhétorique. Il n'y a pas de nécessité. Il y a des choix qu'on peut faire et il peut y avoir des avantages à faire des expérimentations animales, personne ne va le nier, mais il peut aussi y avoir des inconvénients. C'est d'ailleurs, les chercheurs s'en sont rendus compte. Ils se sont rendus compte que quand on faisait des expériences sur une espèce, ça pouvait donner des informations trompeuses. Donc ils ont décidé de passer à 3 espèces en général pour les tests en toxicologie, mais on pourrait aussi on a aussi beaucoup de tests qui sont faits sur les animaux. On a l'impression qu'il n'y a pas d'effet nocif, par exemple, d'un médicament, et quand après on passe à la phase de l'expérimentation humaine, voire sur des cobayes volontaires, on s'aperçoit que certains médicaments qui n'avaient pas d'effet nocif sur les animaux peuvent en avoir chez l'être humain. Donc vous voyez bien, même le modèle, et les chercheurs, je pense, seront les premiers à reconnaître, même le modèle animal n'est pas un modèle parfait. Excusez-moi, juste pour complémenter ce que vous dites, comme de la même façon, chez un individu, un médicament n'aura pas le même effet que chez un autre individu. Tout à fait. Donc nous ne sommes pas dans un monde de perfection. Nous sommes dans un monde où on avance un peu en tâtonnant et où il y a des avantages et des inconvénients à différentes pratiques. Mais qu'il faut privilégier, l'animal ou l'humain ? Je finis sur la nécessité. Il n'y a pas de question de nécessité. Ce n'est pas une obligation. Ce sont des choix et ce sont des prix à payer. Quel est le prix à payer ? En gros, pas uniquement pour nous, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour soigner des êtres humains? On pourrait se demander, puisque vous me parlez de l'être humain, quelle est la préférence entre l'être humain et l'animal, on pourrait se dire que finalement, faire des expérimentations sur des êtres humains, on pourrait dire c'est finalement mieux que des animaux, puisque effectivement, les êtres humains, les autres êtres humains, sont plus proches de nous que les souris, par exemple, ou les rats. Mais même entre les êtres humains, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas non plus identité. Mais ça serait faire des expériences sur des êtres humains apporterait des informations plus précises sur les effets des médicaments. Or, la société n'a pas dit « puisque c'est très utile de faire de l'expérimentation humaine, on va faire de l'expérimentation humaine ». La société a décrété « ça peut être très utile peut-être de faire l'expérimentation humaine, mais moralement c'est condamnable ». Donc vous voyez bien, il n'y a pas de nécessité. La société a décidé « non, on ne fait pas d'expérimentation humaine », je dis des expérimentations humaines non volontaires. Donc vous voyez, la question qui se pose avec les animaux, c'est pas parce que certaines expériences sur des animaux sont utiles qu'il faut nécessairement les faire. Il faut justement poser la question philosophique. Et cette question philosophique, à mes yeux, n'est pas assez posée. Hélène Combrisson. Juste pour compléter,
je veux dire qu'il n'est pas exact de dire qu'on ne fait pas des expérimentations chez l'homme. Les phases 1, c'est de l'expérimentation chez l'homme. On teste des médicaments, qui peut-être ne verront jamais le jour en tant que médicaments, et on les teste chez l'homme. Donc il est faux de croire qu'on ne fait pas de l'expérimentation chez l'homme. Sauf que quand on commence l'expérimentation chez l'homme, on est souvent, la plupart du temps et heureusement, passé par une expérimentation animale qui nous assure que la toxicité chez l'homme ne va pas provoquer des dégâts considérables. Mais vous savez bien que c'est une indication, ce n'est pas une garantie, puisque vous savez très bien que des tests qui ont été faits chez les animaux, qui n'ont pas montré d'effets, les médicaments n'ont pas montré d'effets nocifs, et il s'est avéré après coup que ça avait des effets nocifs chez les êtres humains. Donc ce n'est jamais une garantie. C'est un risque, comme dans toute activité de recherche, il y a des risques, et je suis tout à fait d'accord pour qu'on prenne des risques. Il y a de temps en temps des risques à prendre. Mais il ne faut pas dire que c'est une nécessité et qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas une nécessité, c'est une option. Attendez, pour éclairer le public toulousain qui tout à l'heure va prendre une position, je voudrais demander à Hélène Combrisson une question importante. Nous sommes en 2025. On comprend que pour pouvoir mettre en place de nouveaux médicaments et pour pouvoir sauver des vies, il est important de passer par l'expérimentation animale. Est-ce que vous pensez que ces process pourront être demain remplacés par d'autres solutions, ou est-ce que dans les 20 ans qui viennent encore, on aura besoin de passer par l'expérimentation animale parce qu'il n'y a pas d'autre solution plus efficace? Pour l'instant, dans l'état de nos connaissances, on ne peut pas imaginer, les scientifiques, de se passer totalement d'animaux. Il est évident que pour bien des choses, on va passer par ces modèles alternatifs qui sont, comme on vous l'a dit, de plus en plus complexes, mais de là à se passer totalement d'animaux, non, parce qu'il faudra étudier certains mécanismes, pas seulement des médicaments, mais étudier des mécanismes. Par exemple, on sait que le microbiote intestinal a des influences sur le fonctionnement du cerveau. Ça, on ne sait pas le mettre en musique in vitro et on n'est pas prêt de savoir. Donc, il y a des choses pour lesquelles on n'arrive pas à imaginer. Alors, ce sont nos cerveaux de 2018. Peut-être les cerveaux de 2020, 30, 40, 50, je ne sais pas, auront d'autres possibilités de développer quelque chose. Et est-ce qu'il y a une volonté derrière? Est-ce qu'il y a une volonté d'améliorer la recherche sur ce point-là, de se dire c'est un point méthodologique à améliorer? Est-ce qu'on va essayer d'améliorer cette recherche? La méthodologie, on va vers ce que j'ai défini comme les 3 R précédemment, bien sûr en faisant progresser ces 3 R qui sont un petit peu une façon un peu brute de montrer quels sont les progrès qu'on peut faire dans ce domaine-là. Raffiner, réduire et remplacer. Mais remplacer n'est qu'une petite partie de ces 3 R, enfin qu'une partie de ces 3 R, et pour l'instant on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Nathalie Vergnol. Oui, en introduction, vous avez parlé des organoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un organoïde? Moi, je vois un petit corps comme ça, tout petit. C'est ça? Voilà, alors les organoïdes, c'est l'exemple même de toute la recherche qui est faite aujourd'hui pour justement essayer de remplacer le plus possible l'expérimentation animale. Qu'est-ce qu'un organoïde aujourd'hui? On est capable d'aller isoler dans un organe, dans un tissu, de patients, donc d'individus humains. On est capable d'aller isoler une cellule souche, des cellules souches, et de les mettre en culture dans des conditions qu'on a définies, qui sont compliquées, mais on les met en culture de façon à ce que ces cellules souches vont recréer un organe dans toute sa complexité. Et ça, d'un point de vue technologique, c'est une avancée considérable. Il y a des mini-cœurs, il y a des mini-poumons. Non, il y a des mini-poumons. Il y a des mini-poumons, il y a des mini-intestins, il y a des mini-foies, il y a des mini-pancréas, il y a des mini-cerveaux. Mais ils ne sont pas connectés, ils ne parlent pas entre eux. On est incapable de les faire parler ensemble. Alors, en 2018, on a encore du mal en 2018, c'était il y a longtemps. On avait du mal à les connecter. En 2025, ça y est, là, on arrive à les connecter avec du système nerveux, avec du système vasculaire. Mais créer plusieurs organes et qu'on va connecter entre eux, c'est aujourd'hui totalement impossible. Ce qui reviendrait d'ailleurs à reconstituer un animal dans son entier. Thomas Lepelletier, face à tout ça, est-ce que vous ne pourriez pas, est-ce qu'il n'y a pas une solution alternative qui consisterait à suspendre les effets de l'expérimentation animale?
Est-ce que vous avez une idée autour de ça? Un projet? Moi, ce que je propose, ça serait un moratoire sur l'expérimentation animale. Pourquoi un moratoire? Je dirais pour 3 raisons. La première, c'est que je pense que poser le débat en termes de pour ou contre est un peu simplificateur. Et je pense que donc il y a une nécessité de créer un débat constructif. Et le moratoire est quelque chose qui pousse et oblige les gens à argumenter. Et ça pousserait notamment les chercheurs qui pratiquent actuellement l'expérimentation animale à venir exposer au grand public, au public, leurs arguments. La deuxième raison, c'est que je pense qu'actuellement, j'intenterai un procès en légitimité à mes collègues et au comité d'éthique en général, pour la raison qu'on a soulevée tout à l'heure. Parce qu'ils ne mangent pas de viande? Parce que, effectivement, si l'idée, c'est de soigner, de faire souffrir, et de tuer des animaux uniquement pour sauver des vies humaines, pour que la personne qui dise ça et qui affirme ça ait un minimum de crédibilité, il faut bien que dans sa vie quotidienne, cette personne ne participe pas au massacre d'animaux. Et comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, le nombre d'animaux qu'on utilise dans les laboratoires est extrêmement réduit, puisque c'est à peu près 2 millions en France par an, alors que les animaux qui sont tués dans les abattoirs en France, c'est à peu près 1 milliard, c'est 3 millions par an. Donc effectivement, pour des personnes qui considèrent tout à fait normal de tuer 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs, l'idée de tuer 2 millions d'animaux dans les laboratoires avec le vague espoir qu'on va améliorer la vie humaine, effectivement, ne peut pas poser de problème. Donc ça, quelque part, il y a un décalage entre le discours des expérimentateurs et la réalité profonde. Je ne les accuse pas de mentir. Je crois que les expérimentateurs sont sincères quand ils disent qu'ils ne font souffrir les animaux et qu'ils tuent les animaux uniquement pour sauver les vies humaines. Elles y croient eux-mêmes à ce propre discours qu'elles se sont construits. Mais la réalité quotidienne démontre le contraire. On pourrait avoir quelqu'un qui sincèrement dit participe à des comités de défense des femmes ou contre la violence des femmes et qui tous les soirs bat sa femme et qui à chaque fois qu'il va dans une réunion de ligue de défense ou de défense des femmes, il peut croire sincèrement à ce qu'il fait. Mais le quotidien de sa vie dément qu'il soit sincèrement engagé dans cette pente. Donc le problème de l'expérimentation animale est difficilement détachable d'un grand problème qu'on a dans la société, c'est de notre relation avec les animaux. Et tant qu'on n'aborde pas ce problème-là, on ne pourra pas résoudre et avoir un débat objectif sur les animaux et l'expérimentation. Donc pour vous, avant de faire le débat de l'expérimentation animale, avant d'accuser le professeur Loiseau, il faut faire le débat de l'industrie alimentaire, il faut faire le débat de la tauromère. Il ne faut jamais attendre, puisque si on attend, on n'avance pas. Je pense qu'il serait intéressant, par exemple, que les laboratoires de recherche prennent position sur un plan éthique sur les laboratoires, et qu'en tant que laboratoire, elles décrètent que les laboratoires décident, nous, en tant que laboratoire, nous rejetons l'exploitation qui est faite des animaux dans les élevages et dans les abattoirs, parce que c'est futile. Nous, en tant que laboratoire, notre personnel, nous n'offrons plus à manger à nos chercheurs de nourriture qui viennent des animaux. Il pourrait y avoir une position claire où au moins on verrait l'orientation du laboratoire. Alors tandis que là, le laboratoire joue sur deux tableaux. Ils disent on ne veut pas faire souffrir les animaux inutilement, et puis à midi, ils mangent un steak frites. Merci Thomas. Peuple de Toulouse, maintenant à toi de choisir. On va peut-être poser... Oui, mais peuple de Toulouse, d'abord à toi de nous poser des questions. Et la question, vous avez avant de prendre décision, peuple de Toulouse, à toi d'interroger les sachants. Tu as le choix, d'une part, à sauver ton fils ou ton chien. Et dans cette question-là, je te demande de demander à nos experts de savoir qu'est-ce que tu privilégies. Est-ce qu'il faut l'expérimentation animale pour sauver des vies, ou est-ce qu'il faut sauver les animaux et oublier les vies? Hélène? Juste un détail, l'expérimentation animale sert aussi à soigner les animaux. Donc voilà, c'est pas seulement... Vous avez la parole pour poser des questions à nos sachants. Est-ce qu'il y a des questions à la salle? Question-réponse. Alors, oui, monsieur. Oui, merci. Vous êtes pour ou contre? Posez le micro proche de la bouche. Voilà. Oui, voilà. C'est bon. Oui, moi j'ai fait beaucoup d'expérimentation animale, non parfaitement assurée. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas tortionnaire, et j'ai de très bons souvenirs d'histoire. Il y avait des gens qui luttaient redoutablement contre l'expérimentation animale. 1933.
Ils ont d'ailleurs fait un très très beau texte en 1933 pour lutter contre toute expérimentation animale. Ils l'ont même suspendu. Ah, et qui c'était ça? Hermann Göring. Hermann Göring, grand humaniste, qui a préféré travailler en expérimentation humaine directement dans les camps de concentration, était un des grands pontes du soutien. Ils ont fait des textes. Alors là, déjà, ça m'énerve un peu quand même. On peut réfléchir. Peter Singer qui fait son choix ambigu. Dont on parlait tout à l'heure, oui. Bon, voilà. Ça m'inquiète, ça aussi, vous voyez. Donc, ça, c'est un problème qu'il faut poser. Parce que l'expérimentation animale, soyons sérieux, et Madame Gombrisson et Nathalie Vergnol ont posé, si vous voulez, tous les contextes dans lesquels elle est réalisée actuellement en 2018. Et bien sûr, a fortiori, elle sera quelques petites choses améliorées en 2025. Ça, je veux bien le croire. Mais elle a fait des progrès extraordinaires. Vous avez des textes qui sont sortis, encore un texte européen en 2017, qui canalise très très sérieusement cette pratique. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Les gens qui manipulent l'histoire, on vous sortent des schémas de Claude Bernard en train de charcuter un lapin sur une table et vous font des histoires. Donc, arrêtons de raconter n'importe quoi et restons dans une rigueur extraordinaire. Après, si vous voulez, la position que peut avoir un Peter Singer, qu'il a développé avec Spira, etc. Enfin, moi, je la reconnais en tant que telle, je ne la discute pas. Et après, je dis, bon, les pressions, la balance dans la société, combien de divisions? Ce n'était donc pas une question, mais un début de plaidoirie intéressant. Est-ce que vous avez une question? Oui, là-bas, ici, et peut-être pour venir au soutien de Thomas, pour expliquer est-ce qu'il y a quelqu'un, Thomas Lepelletier est un excité Donc, puisque je trouve ça dommage de s'arranger avec l'histoire, donc je voudrais rappeler à monsieur que Hitler a persécuté les défenseurs des animaux, tout comme les juifs, les tziganes, les homosexuels. Donc c'est dommage de perpétrer la propagande de Goebbels encore aujourd'hui. Par ailleurs, il se trouve que les camps de concentration ont été construits sur le modèle des abattoirs. Ça, c'était pour la parenthèse. Pour ce que vous avez terminé de dire, madame, que l'expérimentation animale sauve des animaux, que c'est aussi pour les animaux, je trouve ça assez indécent, en fait, puisque ça sauve peut-être nos chiens et nos chats, mais au prix de combien d'autres chiens, chats, primates, souris, lapins, etc., qui ont été torturés, parce que ça s'apparente à de la torture quand on voit les images. Effectivement, c'est très important de voir les images et d'y mettre des caméras, et elles sortent illégalement comme pour les abattoirs, donc le parallèle était tout à fait justifié. Je trouve ça aussi indécent de parler de milieux enrichissants pour une cage où on va inoculer des cancers et autres maladies à des animaux, et de parler de milieux enrichissants, voilà, qu'on va mettre à mort. Peut-être que nos intervenants pourraient répondre, puisque vous leur dites qu'ils sont indécents dans leurs propos. C'est un peu indécent aussi, donc peut-être on pourrait leur demander de répondre à tout ça, sans polémiquer, madame, juste pour avoir des réponses. Là, vous êtes en parti pris et on a bien compris votre position. Alors, le milieu je vous rappelle qu'Hitler aussi adorait son chien. Le milieu de la recherche est fait d'hommes et de femmes, et qu'il y ait des erreurs, cela peut arriver. Néanmoins, il y a un cadre contraignant, et ce cadre est contrôlé. Je ne peux pas vous garantir que dans 100% des cas, les choses se passent au mieux. Ce que je peux vous garantir, c'est que tous les projets sont examinés au plan de l'éthique. Et à quoi ça sert, ces comités d'éthique? Eh bien, ça sert justement à faire en sorte que le chercheur qui a écrit son projet, parce qu'il a un objectif scientifique, mais qui peut être un peu plongé dans son projet scientifique et penser un peu moins aux animaux, que ce chercheur soit en quelque sorte tiré vers le haut pour que les méthodes utilisées soient les moins douloureuses pour les animaux. Par ailleurs, tous nos projets sont classés en termes de dommages aux animaux. Donc on a des procédures qui sont
légère, modérée, sévère. Tous les ans, il y a des statistiques sur combien de projets ont eu des procédures légères, modérées, sévères. Et les procédures légères sont largement prédominantes. Donc je ne dis pas qu'il n'y a sévère, pas ça veut dire c'est la mort sévère ou c'est la souffrance? Sévère, ce sont des procédures avec une souffrance avérée et parfois mortelle. Parfois mortelle. Néanmoins, d'une façon générale, on va donner la mort sans laisser les animaux aller au bout du processus. Donc il y a pour cela des points limites, enfin c'est un peu technique, mais par exemple le développement d'une tumeur, eh bien arrivé à un certain stade de la tumeur, on va euthanasier les animaux, on ne va pas laisser la tumeur aller au-delà et provoquer des douleurs qui ne seraient pas acceptables, qui ne seraient intolérables. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de douleur, je dis que nous faisons en sorte de les limiter au maximum. Et que bien des procédures sont des procédures qui se font sans qu'il y ait de douleur particulière. Cher procureur, je crois qu'il est temps de passer au vote. Peuple de Toulouse, tu as devant toi un carton rouge ou vert. Rouge, c'est pour dire non. Vert, c'est pour dire oui. La question qui t'est posée aujourd'hui est la suivante. En 2025, et après avoir entendu ce débat fait par nos experts qui vous ont donné leur vision d'une société qui pourrait être améliorée ou qui doit être améliorée, est-ce que nous devons-nous continuer à autoriser l'expérimentation animale? À vos votes. À vos votes. Donc vert, c'est autorisé. Rouge, c'est une interdiction. C'est un peu partagé. Attends-moi bien. On a une petite majorité, on va les recompter aux images. Je pense qu'on peut être honnête, on a sans doute un bon 60% un bon 2/3, mais pas au-delà de vert. On sent que dans cette ville, l'animal est aimé. On sent que dans cette ville, l'humain est apprécié et on voit que l'on n'est pas arrivé tout à fait à vous départager. Je pense qu'il y a demain pour les Futurapolis l'occasion de continuer le débat. Je remercie Thomas Lepelletier, Nathalie Vergnol et Anne Courbassin pour cet éclairage qui nous a été donné et on voit que le débat, il est vif en 2025. Merci aussi à Maître Haas, le procureur. J'invite nos invités à revenir, à sortir de scène. On va juste faire le point. Merci à tous les trois. On va juste faire le point sur le programme de demain. Vous avez rendez-vous à partir de 9h30 ici, à partir de 10h pour les premières conférences. On va parler de plein de sujets. On va continuer à parler on parle en ce moment de crypto-monnaie. Vous avez aussi au muséum le film Les cobayes du cosmos de France 5 qui vient sans doute de démarrer. Vous avez peut-être le temps d'y aller avec normalement on lui a laissé le temps. Et un magnifique documentaire de France 5 sur les expériences, sur les cosmonautes qui partent dans l'espace et qui reviennent parfois avec pas mal de séquelles ou de peu. Il est en avant-première ici. Non, je crois que c'est une avant-première.